Bonsoir à tous, bienvenue, très heureuse de vous retrouver. Des Bruxellois font vivre Bruxelles et bouger Bruxelles. Ils la font même rayonner à l'international en exportant leur savoir-faire et surtout leur passion. Parce que ce soir, eh bien, nous avons de vrais passionnés autour de la table. Regardez plutôt Pierre Marcolini, Alexandre Dionisio, chef de la Villa in the Sky, Frédéric Rouvet à la tête d'Exki et Eric Direndonck, célèbre boucher. Et c'est avec vous, eh bien, Hendrik, qu'on va commencer ce soir. Vous êtes installé à la Côte Belge et vous avez il y a peu ouvert une boucherie ici à Bruxelles, oui. Rue de Flandre. Il y a quelques mois, eh bien, c'est au Brésil que vous avez déployé votre talent dans un festival du grill. On va regarder quelques images et puis on en parle. Ça va. Don't be right. No, merci toi. No, going down. Party time. Voilà, Hendrik, alors parlez-nous un petit peu de cette expérience. C'est un vrai show que vous avez donné là-bas. Hein? Oui, j'étais invité comme boucher pour montrer notre savoir-faire parce que leur découpe, le Brésil, c'est un pays de viande et notre philosophie, comment on travaille, c'est quand même différent. Et c'est un festival de grille à 1600 personnes. Il y a 2 kilos de viande par personne. Et il y a du viande. On aime la viande là-bas. Oui, il y a de viande, il y a de musique, il y a de bière. Voilà, c'est tout. Et des bouchées, notamment. Ouais. Mais non, c'est surtout que l'appréciation pour ce qu'on fait, notre savoir-faire, c'est les gens, on vient te regarder et on est comme des rockstars là. C'est incroyable. Ben oui, on voit ça. Oui, donc, oui, ça veut dire que la boucherie Direndonck, elle a une réputation au niveau mondial. Comment on est venu vous chercher? Comment ça s'est fait? J'étais déjà dans quelques reportages dans Steak Revolution, ce qui est un documentaire autour de la viande dans le monde. Et à cause de ça, on a quand même reçu une réputation partout dans le monde. Et de temps en temps, on est invité pour faire un barbecue, un grillade. L'idée, c'était de faire du nose to tail. On découpe tout le porc. Et après, on met simplement tout sur la grille et les gens, ils en mangent tout. Ouais. Voilà. Ouais. Eh ben, belle expérience en tout cas au Brésil. En face de vous, Pierre Marcolini, qu'on ne présente plus. Bonsoir. Bonsoir. Alors bon, évidemment, vous êtes chocolatier. Je dirais que la dernière actualité, parce qu'évidemment, rayonner au niveau international, ça, vous connaissez. Mais la dernière actualité, c'était Shanghai. On va voir d'ailleurs quelques photos de la boutique de Shanghai. Comment vous êtes arrivé là-bas? Est-ce que c'était une envie pour vous d'aller en Chine? On sait que vous êtes déjà au Japon, vous êtes à Londres, à Paris, à Hawaï, mais Shanghai. Mais je pense qu'on a tous envie à un moment donné de se tourner vers la Chine. La Chine est quand même un marché de plus de 1 milliard d'habitants. Et on avait déjà été sollicité du côté de Hong Kong en se disant mais tiens, est-ce qu'on n'ouvrirait pas de ce côté-là? Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'entre Hong Kong et la Chine continentale, c'est pas du tout la même chose. Et on voulait être confronté vraiment à ce que pouvait... est-ce que les Chinois rêvent de chocolat? Est-ce que les Chinois aiment le chocolat? Et je pense que la meilleure façon de le savoir, c'est effectivement de s'installer à Shanghai. Et donc, on a une opportunité inimaginable du côté de Shanghai à ouvrir une boutique. Et puis, on en a ouvert une deuxième. Et bien, effectivement, on en a une troisième. Mais la grande révélation, c'est qu'en fin de compte, une boutique de chocolat telle qu'on les connaît, nous, en tant que Belges, et puis notre habitude, vous savez, les Belges, c'est quand même ceux qui ont un des consommateurs les plus importants au monde, puisque de mémoire, on est à 9,5 kg ou 10 kg par tête d'habitant et par an. Et pour vous donner une idée, au Japon, on est à 200 grammes, donc il y a encore du chemin. Et on a cette habitude, effectivement, de dire, tiens, on s'arrête à une chocolaterie, on prend 200 grammes de chocolat, et quand on arrive à la maison, il n'y a plus 200 grammes de chocolat, puisqu'on a tous mangé, et on sent qu'il y a du vécu autour de la table, donc c'est un peu ce qui se passe. Et les Chinois, par contre, c'est pas du tout ça. Il n'y a pas la même philosophie, c'est pas la même approche. Ils découvrent ce que c'est que des chocolats. D'abord,
Or, les chocolats belges, c'est quand même des chocolats qui font 15-20 grammes, alors qu'en réalité, quand ils sont à 5-6 grammes, ils préfèrent quand c'est un peu plus petit pour avoir une dégustation. Et donc ça veut dire que vous vous adaptez, ou bien vous venez vraiment avec le produit Pierre Marcolini que vous présentez à l'étranger? Je dirais que ça tombe bien, j'aime pas les chocolats qui font 15-20 grammes, donc j'ai d'office fait des chocolats qui faisaient plutôt du 6-8 grammes, parce que je pense que des chocolats qui ont cette lourdeur-là, on le voit d'ailleurs, les habitudes de consommation, quand vous rentrez dans un restaurant, quand on mange aujourd'hui chez Exquis, j'imagine, eh bien les portions sont beaucoup plus petites. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on fait des chocolats comme il y a 30 ans, alors que les habitudes ont changé? C'est plus ça, c'est pas une habitude, c'est pas le fait de s'adapter au marché international, c'est plutôt... je me suis adapté plutôt à ça, c'est plutôt des chocolats que je préfère. Voilà, c'est plus ma philosophie. Et ça fonctionne bien alors là-bas à Shanghai? Écoutez, comment réagissent les Chinois? Les Chinois réagissent très bien, on est ravis, on est contents. On est parfois interpellé. Je pense la Chine, on la découvre, mais pour vous raconter une anecdote, je pense que j'ai été plus surpris par le marché japonais quand on l'a ouvert il y a plus de 15 ans, ou comme anecdote, et je vous le racontais en coulisses, quand on est arrivé au Japon, après la Saint-Valentin, qui est le moment fort du chocolat, je me souviens, mon partenaire est venu, il m'a dit « ça va pas aller ». Et je le regarde, je dis « mais pourquoi ?» Et puis il me dit « regarde, cette praline-là, il y a une bulle d'air ». Et puis je lui dis mais c'est pas grave, c'est de l'artisanat, donc c'est normal qu'il y ait une bulle d'air. Et il me dit non, c'est pas acceptable pour le marché japonais. Et puis ma deuxième chocolat, c'était pas bien marqué Venezuela ou Madagascar, qui sont les grands crus avec lesquels on travaille. Et il m'a dit ça, c'est pas acceptable non plus. Et donc c'est un marché qui vous tire vers le haut et vous apprenez effectivement à vous adapter par rapport à ça. Mais c'est pas des adaptations de goût, c'est plutôt la manière de voir le chocolat d'une façon différente que la nôtre. D'accord. Alors à vos côtés, Alexandre Dionisio, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes le chef du restaurant La Villa in the Sky, 2 étoiles, c'est au 25e étage de la Tour ITT. On va voir d'ailleurs quelques images, on va vous voir au travail puisque ça reste toujours un plaisir de vous voir en cuisine. Vous êtes aussi passé par la case Top Chef, ça c'était en 2010 où vous avez terminé en demi-finale. Premier restaurant Alexandre avec déjà 1 étoile et puis maintenant Villa in the Sky 2 étoiles. Alors vous avez déjà beaucoup travaillé à l'étranger, d'abord avec notamment Yves Matagne et puis seul aussi en tant que chef. Et vous étiez il y a quelques mois au Festival des Lumières à Montréal, invité par un chef, le chef de la chronique, Olivier Montigny. Expliquez-nous un petit peu comment vous avez débarqué là-bas. Eh bien, bonsoir. Donc, comment ça s'est passé? De manière très moderne, parce qu'on s'est rencontrés sur Facebook. On s'est rencontrés sur Facebook. Là, c'est le jour où on a eu là, c'est l'étoile Michelin. C'était lui que tu avais rencontré. Je dis, c'est très moderne, ça. Non, la manière dont on s'est rencontrés, c'est très moderne. Ça s'est fait sur Facebook via une connaissance qu'on avait en commun. Qui avait été lui-même invité l'année d'avant à Montréal en Lumière. Et donc, de fil en aiguille, on a discuté sur Messenger. Il m'a dit, voilà, moi ça m'intéresse, j'ai regardé un peu ce que tu faisais, moi ça m'intéresse vraiment de faire un 4 mains avec toi, donc si tu veux, je peux t'inviter une semaine ici à Montréal. Donc il vous a invité dans sa cuisine? Il m'a invité à venir chez lui, à cuisiner dans ses cuisines. Et, voilà, là et on a passé 4 jours de Montréal ici à ici on a fait notre seafood, là c'était le seafood, voilà ça c'est Olivier qui est très sympathique, ils sont très accueillants. Et c'est facile de travailler à 4 mains ou comment ça se passait? Après rien n'est facile, c'est une manière, il faut s'adapter, c'est un peu le métier de tout le monde ici, c'est de s'adapter dans les endroits qui ne sont pas les nôtres, c'est ça qui fait partie un peu du jeu. Et moi j'aime ça. Le produit aussi. Le produit également, c'est pas les mêmes. Voilà, il n'y a pas de Saint-Pierre, il n'y a pas de Turbo, donc on a dû travailler un peu avec les produits locaux et qui est très intéressant. Donc voilà, moi j'aime bien mettre un peu la pression, avoir un peu cette espèce de challenge. Et moi voilà, si c'est trop facile, on s'embête un peu. Donc voilà, si on nous sort de notre zone de confort, moi c'est là qu'on peut, je pense, tirer le meilleur de soi. Voilà. Et donc belle rencontre avec Olivier Montigny. Est-ce qu'il pourra venir peut-être un jour ici aussi? Il est déjà venu me rendre visite. Il est déjà venu me rendre visite parce qu'il devait passer par l'Italie, voir un vigneron, un ami à lui. Et il a fait un crochet sur Bruxelles. On a été manger à la Villa Lorraine, donc c'était très bien. Mais il faudrait qu'il vienne pour faire un 4 mains chez moi. Ce serait vraiment l'idéal. Ça sera peut-être la prochaine étape. Alors, en face de vous, Frédéric Rouvet, bonsoir. Vous êtes à la tête d'Exquis. Vous avez lancé avec 2 associés au départ cette chaîne de fast-food sain que tout le monde connaît bien.
magasins, 89 magasins au total. Et tout ça, c'était en 1999. Et depuis, la société a bien grandi. Elle s'est développée, notamment à l'étranger. Alors surtout en Belgique, en France, en Italie, aux Pays-Bas, au Luxembourg aussi. Et puis vous étiez à New York. Et là, au tout début du mois de juillet, vous avez décidé finalement de vous retirer. Expliquez-nous un petit peu cette expérience américaine et pourquoi cette décision. Oui, une petite correction, c'est fin décembre de l'année dernière qu'on a finalement tiré l'échelle. Ah d'accord, ok, oui. Mais alors pourquoi après 3 ans, on a fermé les 2 restaurants qu'on avait ouverts là-bas? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que si on devait vraiment réussir, il fallait encore beaucoup d'années et chaque année coûte très cher. On a fait des expériences compliquées parce que le personnel est un personnel extrêmement difficile à fidéliser. Pourquoi? Parce que dans notre style de restauration, il n'y a pas de pourboire. Or, le personnel en salle aux États-Unis est essentiellement payé par les pourboires. Il peut jusque tripler son salaire quand il travaille en salle. Dès que vous avez du bon personnel, comme il n'y a pas de sous-emploi, il est automatiquement débauché par quelqu'un qui a du service en salle et qui donc lui offre plus d'argent et forcément il vous quitte. Donc nous qui investissons beaucoup dans notre personnel et qui avons vraiment une très forte relation parce que c'est une de nos forces, on en est conscient et on en est content, mais c'est très compliqué de gérer des gens qui tournent comme ça, qui le lundi matin vous disent que finalement ils ne viendront pas et qu'on peut leur envoyer leurs documents par la poste parce qu'ils ont trouvé un job ailleurs. Donc ça, c'est une des leçons inattendues pour nous parce qu'on aurait pu peut-être le comprendre et le voir, mais on pensait qu'avec notre capacité de motiver les gens, de les former, de les fidéliser, on parviendrait à garder les gens plus longtemps, mais ça ne s'est pas avéré possible. La deuxième raison, c'est que pour un fournisseur américain, même local, puisqu'on se fournissait aux alentours de New York, nous ne représentions absolument rien, et donc il changeait ses prix toutes les semaines. C'est très compliqué dans notre métier à gérer quand on doit adapter tous nos processus de food cost, de marge, sans pouvoir changer les prix de vente comme chez nous, au prix quotidien qui évolue. C'est impossible même à gérer opérationnellement sur le terrain. Et la troisième chose, c'est que l'immobilier, on le savait, est cher. Oui, à New York, évidemment. Mais les propriétaires immobiliers, non seulement touchent des gros loyers, mais parfois ont des exigences incroyables. En cours d'opération, tout d'un coup, il leur passe par la tête qu'il faut faire tel et tel et tel aménagement et ça vous coûte quelques dizaines de milliers de dollars. Et donc, voilà. C'est quelque chose qui vous parle, ça, Pierre Barcolini, par rapport à vos expériences à l'étranger, d'avoir des difficultés comme celle-là? Alors effectivement, il y a des points communs avec ce que dit Frédéric, c'est que l'exemple le plus récent, c'est effectivement la Chine, où effectivement il y a une volatilité au niveau du personnel qui est compliquée, qui est difficile à fidéliser, pour effectivement quelques dollars ou un peu plus, les gens ne sont pas forcément fidèles à. Et c'est clair que pour des maisons comme les nôtres, où on véhicule un ensemble de valeurs avec lesquelles on construit, je pense qu'une des grandes réussites de la maison Marcolini, et à mon avis Exquis aussi, c'est l'équipe qu'on a amenée, c'est le projet qu'on a amené. Moi, Frédéric et moi, on s'est vus naître, moi en 95 et en 99, et on s'est rencontrés, il y a eu des collaborations qui auraient pu se faire, etc. etc. Donc j'en parle vraiment à cœur ouvert, et on sent que les équipes qui sont de 95 ou de 99 sont toujours les mêmes. Et arriver à fidéliser ça à l'étranger, c'est plus compliqué, c'est plus difficile. Et la Chine est justement ce défi-là. C'est d'arriver à faire comprendre qu'on est pour un projet commun et que ce n'est pas forcément que l'argent qui doit être le moteur de la vie. Et donc, c'est plus compliqué. Et Frédéric Rouvet, maintenant, donc vous tirez les leçons. Enfin, en tout cas, vous avez pris cette décision de fermer. Et ça veut dire que vous recentrez sur l'Europe aujourd'hui avec Exquis? Alors, on se recentre pas seulement, on se redéploie sur l'Europe, puisqu'on ouvre quand même 12 restaurants cette année. Le dernier en date, c'était à Paris. Le dernier en date, c'était il y a 15 jours, à la gare du Nord, à Paris. À la gare du Nord, du côté Eurostar. Donc, malheureusement, le grand public ne peut pas y accéder, mais on espère qu'un jour, on aura un emplacement dans la gare, en face des trains. Mais
Oui, donc on se déploie sérieusement sur l'Europe parce que d'abord là, on se sent tout à fait chez soi. On voit que le personnel adhère à nos valeurs et les clients surtout. Les clients sont tout à fait en phase avec nos valeurs. Le client américain, il se dit en phase, mais quand il doit passer à l'acte, il ne l'est pas tout à fait. Il revient quand même à ces vieux démons de fast-food habituels. Plutôt burger. Ça, on l'a aussi senti. C'est aussi une leçon qu'on a pu tirer, c'est que attention à ce que les gens disent lors d'une enquête. Oui, voilà. Et ce qu'ils font quand on est vraiment là, dans la réalité quotidienne. Et bon, voilà, donc ça, c'était une leçon qu'on a tirée. Donc, mais, par contre, si on doit y retourner, ce qui n'est pas exclu, parce que voilà, on continue à grandir et on est confiant dans ce que l'avenir nous est ouvert, on ira avec un partenaire local qui connaît la mentalité, qui sait gérer des équipes aussi volatiles, qui a des relations avec des fournisseurs parce qu'il a déjà établi une relation de confiance sur place. Alors, Hendrik Dierendonck, je reviens à vous. Hein. On vous a vu donc au Brésil pour ce festival du grill, mais vous faites aussi des démonstrations en France, en Suisse. Hein. Vous êtes assez demandé, je pense, en Suisse aussi. Qu'est-ce que vous exportez alors là-bas? Qu'est-ce que vous montrez? C'est votre savoir-faire? Est-ce qu'il y a une philosophie belge, un savoir-faire belge? Il y a le savoir-faire aussi, il y a une identité qu'on a fait, mais naturellement aussi notre manière de maturation, la sélection, pour nous c'est très important. Et on voit qu'on a un public maintenant, une clientèle qui mange moins de viande, mais qui cherche du mieux. Et nous, on est à la recherche vraiment pour les animaux qui sont bien nourris. On doit les bien découper, on doit travailler comme un artisan. Et même, c'est la même chose avec vous. Vous avez investi dans le produit. Et si nous, on veut exporter, on doit aussi investir dans notre produit et suivre la philosophie qu'on a ce jour maintenant. Et on va quand même, maintenant, on a commencé à exporter sur Suisse, à Globus, qui a quand même, c'est énormément beaucoup d'argent, mais ils suivent notre philosophie, comment on travaille avec toute la sélection des viandes. Et notre savoir-faire, ils ne connaissent pas, ils travaillent différemment. Et la même chose, nous, quand on a de l'ambition, c'est la même chose, on a commencé sur Bruxelles et on veut donner le meilleur produit, mais on doit savoir suivre et être prêt pour exporter. Et c'est que step by step, ça peut y aller. Et quel regard on porte sur vous, alors que ce soit au Brésil, en France, en Suisse, en tant que Belge? Est-ce qu'il y a un a priori positif quand vous arrivez à l'étranger? Oui, quand même. On voit que l'expérience du boucher, c'est quand même tout à fait différent. On travaille beaucoup plus nos tutelles. Je pense que notre finesse, c'est une grande différence parce que chaque morceau est important. On veut optimiser chaque morceau. On veut donner la meilleure qualité. Et on voit quand même l'expérience à l'étranger, c'est différent. Oui. Et Alexandre, pardon, excusez-moi, Dionisio, est-ce qu'on a un regard particulier sur vous en tant que Belge, en tant que chef belge, bruxellois? À l'étranger? Oui. Je ne pense pas, parce que je ne suis pas un nom qui est connu à l'international. Je pense que maintenant on est rentré dans une ère où c'est un peu devenu à la mode d'aller et de venir, de s'échanger nos savoirs et tout ça. Donc je pense que c'est rentré dans... Je ne sais pas si on peut appeler ça une mode, mais en tout cas, ça fait vivre et ça dynamise un restaurant ou l'autre. Mais c'est certain que... Mais de là à être connu et reconnu à l'étranger, non, je ne pense pas. Non, par rapport au savoir-faire belge? Savoir-faire belge, je pense que... Alors, il y a différents horizons de cuisine. C'est certain que il y a la cuisine européenne, il y a la cuisine américaine, la cuisine orientale, asiatique et tout ça. Mais je veux dire, je pense qu'il y a une seule cuisine, c'est juste c'est une bonne cuisine. Donc moi, je suis toujours intéressé à l'étranger pas de pouvoir refaire ce que font, mais en tout cas de voir quelle approche ils ont et quelle méthode ils utilisent pour conserver, pour cuire ou tout ça. Ça, c'est intéressant, mais après, moi, j'ai du mal à dire que notre cuisine, comment dirais-je, peut être reconnue d'une manière différente que la leur, quoi. Je veux dire, voilà, c'est difficile à expliquer. Enfin, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais
Voilà, que finalement, chaque cuisine a aussi ses avantages et qu'il n'y aura pas une cuisine meilleure que l'autre. Ou une façon de faire meilleure que l'autre. Je pense que chaque individu retire ce qu'il a envie de là où il va. Après, voilà, moi j'aime m'inspirer, mais pas... j'aime m'inspirer de comment ils ont réfléchi pour arriver Donc enrichissement personnel voilà, peut-être dans ça. ces échanges. Plus ça que... Ouais, c'est ça. Et Pierre, comment vous voyez, comment vous voit en tant que Belge ou Bruxellois quand vous arrivez en Chine, au Japon Est-ce qu'il y a un savoir-faire reconnu ou pas? Quand on vient évidemment avec du chocolat déjà peut-être. Il y a déjà une carte de visite importante, hein, donc... Il y a quand même des grandes maisons qui sont passées avant moi et qui ont fait un travail absolument colossal en termes de représentation de la Belgique à travers le chocolat. Mais je voudrais revenir 2 secondes, si vous le permettez, Valérie, mais il y a une caractéristique très forte chez les Belges, c'est la modestie. Je pense que chaque fois qu'on arrive à l'étranger, on nous voit, on a un côté un peu low profile, et puis on se dit, tiens, mais c'est qui ces gens-là, etc. Mais alors... À la fois, il y a une modestie, mais il y a un sérieux derrière. Et puis, il y a une bonhomie. Il y a le fait qu'on est capable de rire de soi, de dire on peut commencer à 5 h du matin et terminer à 22 h, mais après, on ira boire une bière tous ensemble. Oui. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que il ne vous le dit pas, Hendrik, mais je peux vous garantir que d'avoir fréquenté énormément de festivals, de gastronomie, etc., mais la personne dont on vous parle aujourd'hui, le boucher de demain, celui qui fait un travail colossal, c'est lui. Sincèrement, quand on va à Paris, qu'on va voir dans des grands restaurants, quand moi je vais dans un restaurant et qu'on me dit, vous savez, la viande qu'on va vous couper, la rouge des Flandres, et vous entendez rouge des Flandres, vous dites, tiens, ça déjà, ça me parle. Oui. Et quand on commence à vous couper le truc, et on dit, je ne sais pas si vous connaissez un type qui s'appelle Hendrik Dierendonck, et vous dites, yes, parce que le gars, il est belge et vous le connaissez, vous dites, c'est génial. Et c'est ça qui est fabuleux. Quand moi, à un moment donné, je me retrouve dans un aéroport et que je suis Charles de Gaulle et que je vois qu'il est marqué exquis, mais c'est clair qu'il y a mon cœur qui bat et que je me dis, ça y est, il y a des Belges qui sont là. Et ça, c'est génial. Et c'est vrai qu'on a cette modestie-là. Mais en même temps, on est quand même là où on ne nous attend pas. Et puis, on est un petit peu partout et on avance. Et on ne crie pas haut et fort. On ne fait pas beaucoup de tapage. Mais je peux vous garantir qu'on arrive à se placer et qu'on est là. Quand je suis à Tokyo, on parle beaucoup de mes amis français et je suis très content pour eux. Mais vous dites rien, vous dites on fait le double de chiffre d'affaires, on en fait un peu plus, mais c'est pas grave. Voilà. On se tait, mais on avance. Et on avance, voilà, avec tout ça, j'ai tout dit. Oui, que rajouter de plus hein. Je voudrais rajouter par rapport à Alexandre, parce qu'Alexandre a été extrêmement modeste, mais la cuisine belge, elle est évidemment réputée, mais elle est surtout réputée parce qu'elle est capable d'intégrer toute cette multiculturalité que nous avons en Belgique. C'est-à-dire qu'on n'a pas le plat classique en sauce. Les chefs, comme Alexandre, ils vont chercher les petites choses à gauche et à droite et puis ils vont les mettre en scène de telle façon que tout le monde sera heureux. Et c'est ça qui fait la différence, je pense, avec un chef qui est dans sa classique cuisine depuis 3 générations et qui a le meilleur encore. Cette curiosité et cette façon de mettre en scène les choses ensuite. Et alors, Pierre, évidemment, c'est par excellence le metteur en scène d'un produit de qualité. Et aussi, pour rejoindre ce qu'Hendrik disait, je pense que les petites quantités de produits de très bonne qualité, ça, on s'inscrit tous les 4 dans cette tendance-là. Mais c'est vrai que là, on a tous l'impression aujourd'hui qu'on mange peut-être moins, mais mieux. Et vous êtes peut-être tous là des représentants de cette nouvelle approche. Alexandre, peut-être ? Oui, c'est clair que c'est mieux de... Enfin, moi, je préfère manger... Vous cherchez la qualité, peu et on bien imagine bien. Oui, bon, ça, je n'invente rien en disant ça, mais... Encore je disais à M. Dierendonck là tout à l'heure, j'ai été manger dans un restaurant où il travaille en collaboration avec Fabien Orion et j'ai mangé sa viande et je lui ai dit que c'était juste un plaisir. Pourtant, paradoxalement, je mange de moins en moins de viande et bon, après je savais que je suis bien enrobé, mais je suis un faux gros, je mange très peu, mais du bon. C'est clair que maintenant je suis devenu plus exigeant. Et je vais moins les yeux fermés. Enfin, je choisis vraiment là où est-ce que je vais manger. Je choisis bien mes adresses maintenant. On va aussi. On va vers ça, vraiment, Hendrik Dierendonck. Vous, en tant que boucher, vous le ressentez. On mange moins de viande, mais de la meilleure viande. Oui, nous on a des jeunes qui ont un petit budget, qui n'ont pas énormément d'argent, mais ils viennent quand même chez nous acheter de la viande parce qu'ils suivent la philosophie. Comment tu le soigner, tu es un artisan.
Et ils ont, comme je dis, vous dites, ils en mangent moins, mais du mieux. Et ça, c'est bien. Et vous disiez, le métier de boucher évolue et on se dirige vers... Je pense, moi je trouve dans la boucherie, quand on voit comment les pâtissiers, chocolatiers, les cuisiniers qui sont évolués, je trouve la boucherie, c'est pas avancé les derniers 20 ans. Et je pense qu'on doit innover de nouveau. Et même sur cette manière, la maturation, tous, mais je pense ici, dans 10 ans, les gens ils vont manger du viande, comme ils vont l'acheter comme une bouteille de vin. On va être sommelier de viande. Les gens ils viennent dans notre magasin et quelle viande est-ce qu'on doit prendre? Mais oui, on a du viande des bœufs qui ont mangé pur des herbes ou qui sont plus gras, qui sont plus maturés. C'est notre goût. Et je pense, nous, on doit vraiment investir dans le futur. On a des jeunes qui vont manger du viande. Je suis boucher, j'aime bien mon métier. Et je veux investir dans ces jeunes clients pour lui faire plaisir. Eh bien, voilà, une belle évolution sans doute à venir. Sommelier de la viande, c'est joli en fait ça. Hein. Eh bien, je vous remercie en tout cas tous d'être venus autour de ce plateau pour partager avec nous vos expériences. Aujourd'hui, c'était la dernière de cette émission d'été. Merci à vous de l'avoir suivi et je peux déjà vous souhaiter une bonne rentrée à tous.